Donc, le théorème du pissenlit, c'est un texte de Jan Verburg, c'est une commande d'écriture. On avait envie de parler de sujets un petit peu politiques, actuels, à la jeunesse et plus largement à tous les publics. Alors avec Yann, on s'est rencontrés, on a cherché, on s'est documenté et puis on a lu un article du Courrier international sur les enfants de l'arrière. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui se passe en Chine où les enfants sont laissés aux grands-parents dans des villages où il n'y a pratiquement plus d'adultes. Et donc, il y a des villages entiers comme ça où les enfants sont livrés à eux-mêmes, complètement libres, et ils peuvent s'inventer la vie qu'ils veulent, loin des contingences, loin des réalités. Donc du coup, le théorème du pissenlit, c'est l'histoire d'un enfant ici qui reçoit un cadeau pour son anniversaire. Cet enfant, c'est le spectateur. Et dans son cadeau, dans ce jeu dont il a rêvé, il y a une lettre qui a été écrite par Lina au pays de la fabrique des objets du monde. Et dans cette lettre, elle explique un petit peu son parcours, de là où elle vient, de ce village dans lequel elle a rencontré son ami d'enfance, Tao. Et puis le jour où Tao est parti, et où Lina n'a pas supporté que son ami s'en aille à la ville de la fabrique des objets du monde pour aller travailler. Et donc elle a quitté le village elle aussi, et elle a fait un grand voyage pour arriver jusqu'à la ville et rejoindre son ami Tao dans l'usine. Quand elle le retrouve dans l'usine, elle n'a pas d'autre choix que d'être embauchée aussi dans cette usine-là pour être avec lui, puisqu'ils ont promis qu'ils passeraient leur vie ensemble. Et donc ça va être comme ça une plongée dans cette histoire où l'enfant d'ici qui va recevoir cette lettre va se questionner sur est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est que cet enfant, ces enfants qui travaillent dans un autre pays, qui fabriquent, et donc il va aller voir comme ça, questionner son père, questionner la directrice du magasin, questionner le politique, questionner les journalistes, et essayer de comprendre le pourquoi. Et face à lui, il se retrouve avec des adultes qui ne sont pas en mesure de lui répondre. Alors il va imaginer tout ce qui se passe là-bas, puisque la lettre est évidemment très très courte. Comment est-ce que Lina et Tao vivent? Qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils subissent dans l'usine? Et puis il va se dire avec ses petits camarades ici qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et donc ils vont faire un acte de révolte, la révolte des pissenlits. Et il va imaginer que son acte de révolte à lui, je ne vais pas le dévoiler là, va avoir des répercussions jusque là-bas. Et imaginer un petit peu la révolte des pissenlits que Lina et Tao pourraient faire là-bas avec tous les autres enfants de l'usine. C'est complètement une commande d'écriture que j'ai passée à Jan Verburg parce que j'avais lu d'autres textes de lui, notamment Les règles du jeu, où il avait écrit pour Lorraine de Sagazan un texte pour un duo sur la jeunesse, pour la jeunesse, autour de la rencontre entre deux jeunes enfants au pays des guerres, après la dernière des dernières guerres. Et donc ces deux enfants vont s'apprivoiser, se rencontrer, et puis commencer à rêver comment est-ce qu'ils auraient envie de reconstruire cette ville qui est la leur. Et puis bon, l'histoire va se développer. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit que Yann avait cette faculté de raconter des histoires, des grandes fables très contemporaines, avec une poésie énorme, avec aussi de l'humour, avec de la légèreté, et de nous mettre à distance de ces choses-là pour nous permettre de mieux réfléchir, de mieux regarder le monde dans lequel on évolue, et donner quelques clés aux plus jeunes spectateurs, à tous les publics, sur ce monde-là. Et aussi, c'était énormément porteur d'espoir. Donc ça a été une commande de théâtre de récit où il y a 5 interprètes au plateau qui vont se partager sans arrêt le récit, la langue, le texte, qui vont esquisser les personnages et qui vont nous faire avancer dans l'histoire, où c'est un mélange entre les images scéniques, la présence des corps, et puis la présence du circassien, puisqu'il y a un diaboliste qui ramène aussi toute cette poésie de l'objet, toute cette poésie du corps et toute cette poésie de l'agrès de cirque pour raconter cette histoire-là. C'était là la complexité aussi dans cette histoire, c'est comment terminer pour ne pas être trop moralisateur, pour rester juste, pas être culpabilisant, surtout, surtout. On ne voulait absolument pas culpabiliser qui que ce soit, puisque on le fait tous, on est dans cette société-là de consommation, il faut qu'on réinterroge notre consommation, mais
on peut pas être culpabilisé, enfin, on est héritier de ça et puis les mômes d'aujourd'hui, ils sont hérités de tout ce phénomène, de toute cette société. Donc du coup, c'est de les questionner ensemble pour, nous inviter à changer nos modes, de fonctionnement, et à réfléchir autour de ces questions-là. On a choisi le théorème du pissenlit parce qu'il y a quelque chose qui se télescope dans le titre, la fragilité du pissenlit, la légèreté, le vœu que l'on fait quand on souffle, le changement, la résistance aussi de cette plante qui arrive à pousser n'importe où. C'est-à-dire qu'au milieu du béton, le pissenlit arrive à renaître, c'est un petit soleil qui arrive là. Donc c'est porteur d'espoir. Et puis le vent peut être là et souffler cette graine pour qu'elle aille très très loin. C'est un peu en écho aussi à l'effet papillon où l'engagement ou l'acte d'un citoyen peut avoir une répercussion très très grande à l'autre bout du monde. Et donc là, c'est un petit peu ce qui se passe entre cette lettre qui part du pays de la fabrique des objets du monde et qui arrive jusqu'ici, à cet enfant d'ici, et qui va du coup se mettre à réfléchir et à avoir une envie de faire exister, de faire prendre conscience de cette histoire-là, de ce qui se passe là-bas.